Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous commençons un cycle de séminaires consacré à la bioéthique en contexte africain. Il s'agit de séminaires dirigés à toutes les personnes intéressées par des questions de philosophie, bioéthique, biopolitique et développement, avec bien sûr une perspective africaine. Le premier thème que nous abordons ce soir porte sur les valeurs socioculturelles africaines comme fondement, comme possible fondement de la bioéthique et surtout la problématique de la dignité humaine dans le contexte africain. Comme vous le savez bien, la bioéthique est une discipline assez récente qui a émergé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte caractérisé par diverses mutations sur le plan scientifique, technologique et médical, ainsi qu'au niveau sociopolitique avec des mouvements de libération, de décolonisation, de lutte des classes, etc., etc. Nous pouvons reconnaître le même contexte dans notre situation sur le continent africain de nos jours, avec ces mouvements de révolution dans divers pays d'Afrique. Et selon l'oncologue américain Van Rassenlayer Potter, il est considéré comme d'ailleurs comme le père de la bioéthique globale. Il s'agit d'une nouvelle discipline qui combine des connaissances biologiques avec une connaissance des systèmes de valeurs humaines. À partir de cette conception, le modèle de bioéthique principaliste s'est développé avec 4 principes fondamentaux, notamment le principe de bienfaisance, le principe de non-malfaisance, le principe d'autonomie et le principe de justice. Nous reviendrons dans d'autres séminaires sur ces principes pour mieux les éclairer. En outre, il existe d'autres variantes de bioéthique telles que la bioéthique utilitariste, la bioéthique contractualiste ou la bioéthique personnaliste. Nous centrerons surtout sur cette perspective de la bioéthique personnaliste parce que nous pensons que cette perspective est plus adaptée au contexte africain de nos jours. Concernant ce dernier modèle, c'est-à-dire la bioéthique personnaliste, la bioéthique serait une réflexion systématique sur les interventions de l'homme sur les êtres vivants dans le but d'identifier les valeurs, les biens et les normes qui guident l'action humaine sur la vie et l'écosystème. Pour Helios Grecia, considéré comme le père de la bioéthique personnaliste, la bioéthique doit être une éthique rationnelle qui, à partir de la description du fait scientifique, biologique et médical, analyse rationnellement la licéité de l'intervention humaine sur l'homme. Et cette réflexion éthique a son pôle de référence immédiate dans la personne et sa valeur transcendante et sa référence ultime en Dieu comme valeur absolue. Dans cette perspective, il existe un dialogue constant entre anthropologie, biomédecine, éthique, normes et valeurs socio-culturelles. Tout comme le modèle principiste, la bioéthique personnaliste comporte 4 principes fondamentaux, notamment la défense de la vie, la totalité de l'être humain, la liberté et la responsabilité, la sociabilité et la subsidiarité. Nous ne nous attendrons pas sur ces principes parce que dans d'autres séminaires, nous allons beaucoup plus les expliciter. À partir de ces réflexions sur la bioéthique, on peut affirmer avec Helios Grecia que la bioéthique est l'éthique qui concerne les interventions sur la vie, entendue au sens large du terme, afin d'englober également les interventions sur la vie et la santé de l'homme.
En considérant cette définition de manière extensive, il apparaît la pertinence de la question autour de l'évaluation bioéthique dans certains contextes et domaines culturels particuliers comme celui africain. De même, il est bon d'aborder, d'expliquer un peu ce que nous entendons par biopolitique, qui est également un concept proche de la bioéthique et surtout dans nos contrées africaines. La biopolitique émerge également dans les années 1970 avec le philosophe français Michel Foucault qui analysait la transformation des modes de gestion de la vie individuelle et sociale en Occident. Il aborde principalement trois concepts populaires et influents dans les sciences sociales comme la biopolitique, le biopouvoir et la gouvernementalité. Pour lui, la biopolitique est l'ensemble des calculs et des tactiques qui interviennent sur une population à travers la gestion de la vie. Et ce terme permet de comprendre comment l'organisation et le gouvernement de nos sociétés ont été générés pour promouvoir différents modes de vie. Et certains penseurs estiment que c'est ce concept de biopolitique qui est adapté pour parler de bioéthique en Afrique. Cela est discutable, voilà, alors nous verrons plus tard. Et comme méthodologie, pour parler de la bioéthique dans le contexte africain, on peut dire que pour aborder les problématiques bioéthiques en Afrique, qui est marquée par un contexte de diversité culturelle et de pauvreté socio-économique, on peut ajouter, entre guillemets, certains penseurs ont estimé qu'au-delà des pièges méthodologiques et sémantiques, il est impératif d'engager un dialogue entre le particulier et l'universel, entre l'individuel et le collectif. Il faut pouvoir toujours avoir les deux pôles, le particulier et l'universel, l'individuel et le collectif. Et un philosophe bioéthicien qui nous permet de comprendre cette méthodologie au-dessus de cette méthodologie est Lazare Marcellin Pouamé, qui est un philosophe ivoirien et expert en bioéthique. Lui, il nous invite à considérer l'Afrique comme lieu de co-construction des valeurs pouvant être universalisées dans un jeu dialectique où l'universel se particularise et le particulier s'universalise. Je pense que c'est une bonne perspective pour nous, considérer que le monde global existe, mais il y a également cette particularité africaine anthropologique qui nous permet également de nous associer à ce monde global pour construire des valeurs pouvant être universalisables pour tout le monde. Et dans le thème que nous allons aborder ce soir, les valeurs socioculturelles africaines et la problématique de la dignité humaine, nous allons aborder principalement trois parties. C'est d'abord considérer les préliminaires autour des valeurs socioculturelles africaines. Et après, nous parlerons des bioéthiques et des biopolitiques dans le contexte africain. Et nous terminerons avec les enjeux des questions de la dignité humaine dans le contexte africain. Le premier point, considération préliminaire autour des valeurs socioculturelles africaines. Comme vous le savez, la vie en société a toujours suscité des questions sur le bien et le mal, le plaisir et la douleur, ou le bonheur et le malheur. Toutes ces questions, on pourrait dire, sont d'abord questions subjectives à tout un chacun. Chacun prétend avoir sa propre idée à ce sujet et il est difficile de trouver des positions communes dans un cadre normatif consensuel. Et cette difficulté de consensus dans le domaine moral et éthique est encore plus aiguë dans un contexte de diversité ou de pluralité culturelle, comme c'est le cas sur le continent africain, configuré par diverses cultures et traditions religieuses. Par exemple, on a les religions traditionnelles africaines, le christianisme sous ses diverses formes, l'islam également. Ces valeurs façonnent le torse africain et guident les comportements de tout un chacun des gens
de leur manière, dans leur manière d'être et d'agir. À partir de ces valeurs se comprend le concept de dignité humaine qui a été surtout théorisé sur le plan philosophique, principalement par le philosophe allemand Emmanuel Kant, avec cette phrase qui est devenue populaire pour tout le monde. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de tout autre, toujours comme une fin en soi et jamais simplement comme un moyen. Traite l'autre comme une valeur en soi et jamais comme un moyen. Sur la base de cette prétention universaliste, nous pouvons nous interroger sur l'horizon des valeurs typiquement africaines et sur la manière dont elles s'articulent pour protéger et préserver la vie humaine avec dignité d'un point de vue éthique et moral. Comme attitude théorique et de connaissance, nous pouvons dire que la valeur peut être assimilée à une sagesse ou une philosophie qui sous-tend l'action humaine. Dans ce sens, il existe plusieurs représentations collectives. Par exemple, la cosmologie, la philosophie, en psychologie, en théodicée, toutes ces représentations collectives façonnent les valeurs des différents peuples de la Terre, chacun avec une philosophie spécifique de l'univers et de l'être humain. Dans le contexte spécifiquement africain, il est nécessaire de parler de plusieurs conceptions car coexistent différentes cultures, ethnies et langues, ainsi que différents archétypes, mythes, traditions et religions selon les lieux où on se trouve, ce qui implique également plusieurs Afriques. L'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique blanche ou l'Afrique du Nord, etc., etc. Ainsi, bien qu'il ne faille pas continuer à diviser infiniment, indéfiniment le continent africain, l'invitation serait d'éviter toute tendance à l'uniformisme, car il ne s'agit en aucun cas d'une entité homogène. C'est ce que nous dit le philosophe Indiana, que nous puissions nous rendre compte qu'il existe plusieurs Afriques, mais il ne faut pas continuer à diviser indéfiniment le continent. Il y a quelque chose qui nous unit pour pouvoir parler de l'Afrique. Cependant, plusieurs penseurs s'accordent pour mettre en avant quelques traits caractéristiques en termes de valeur et sagesse présents dans toutes ces valeurs-là sont présentes. Cette caractéristique sont présentes dans toute l'Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Et ce sont ces valeurs que nous allons tenter de considérer dans cette conférence. Pour parler de ces valeurs, on évoque surtout la solidarité, l'hospitalité, la fraternité, les célébrations de naissance, les célébrations de décès, les funérailles, la religion, le respect des morts accompagné d'un culte aux ancêtres, la sacralité de la vie, le sens du partage, la famille, le mariage, le droit d'aînesse, l'arbre à palabres, l'esprit communautaire, le socialisme, etc., etc. Toutes ces valeurs-là sont toujours évoquées quand nous parlons du continent africain. En plus de façonner l'éthos africain, ces valeurs constituent également un cadre directeur pour les réflexions éthiques et bioéthiques sur le continent. Moi, je m'appuie sur ces valeurs-là pour tenter de fonder la bioéthique dans le contexte africain. Dans cette perspective, on estime qu'il convient de focaliser les débats éthiques sur les problèmes socio-économiques tels que le manque de couverture sanitaire et d'eau potable pour tous, la pénurie de médicaments et de matériel médicaments adéquats, le faible niveau de formation du personnel de la santé, la négligence ou la mauvaise volonté des professionnels de la santé, l'ignorance et la misère socio-économique, la planification familiale, les luttes contre les pandémies, sida,
paludisme, malnutrition infantile, analphabétisme. Toutes ces questions-là sont des enjeux bioéthiques que nous devons considérer sur le continent africain. Ainsi, la spécificité du débat éthique et bioéthique en Afrique englobe des questions existentielles exigeant des réponses satisfaisantes et humaines. De cette manière, il y a deux pôles, deux positions apparemment antagonistes, mais que nous pouvons concilier. D'une part, on considère que la vie est sacrée, exigeant son respect et sa protection. La dignité humaine, il faut la respecter. Et d'autre part, il est question de la qualité de la vie. Il y a la dignité, mais aussi il faut préserver la qualité de la vie. Et cette qualité implique qu'on la prenne, qu'on prenne soin d'elle, qu'on prenne soin de cette vie-là. Par la nourriture, l'hygiène, l'eau potable, l'assainissement, logement décent. Toutes ces questions doivent être considérées comme des questions majeures, surtout même si nous allons dans ce sens sur des questions de biopolitique, de biopouvoir. Dans ce sens, toute considération éthique sur la dignité humaine devrait prendre en compte ces deux perspectives, c'est-à-dire considérer, accepter que la vie est sacrée et l'autre position, c'est prendre soin effectivement de cette vie. Si l'on veut considérer les valeurs africaines et la protection intégrale de la vie humaine. De telle manière que nous considérons, nous abordons le deuxième point qui nous permet de voir quelles considérations bioéthiques et biopolitiques nous pouvons avoir sur le continent africain. Dans l'Afrique traditionnelle, en général, la sagesse est une compétence transmise par les anciens et les personnes âgées, parce qu'on pense qu'ils ont l'expérience nécessaire pour transmettre de la sagesse aux plus jeunes. Et cette sagesse constitue la base morale de l'action de chaque membre de la communauté. De plus, la sagesse africaine repose sur diverses pratiques sociales et religieuses considérées comme des coutumes ou des traditions socialement déterminantes pour la conduite des membres de chaque communauté linguistique ou ethnique. Si dans un passé récent, il existait des suspicions à parler des philosophies africaines, actuellement, de nombreux penseurs n'hésitent pas à mettre en avant la pensée africaine pour revendiquer le berceau de la pensée philosophique, non pas en provenance de la Grèce antique, parce que toujours nous avons entendu que l'origine de la philosophie, le père de la philosophie, c'est la Grèce antique, mais beaucoup de penseurs pensent que non, Socrate, Platon avaient déjà fait des séjours en Égypte pour apprendre de la sagesse africaine. Donc il faut toujours voir, le berceau de la philosophie et à partir de l'Égypte ancienne, dont l'Afrique au sens large. Et nous trouvons cette pensée chez Obenga dans une œuvre publiée en 1990. Ainsi, Obenga est un philosophe congolais. Ainsi, les valeurs comme les croyances en une vie après la mort, le monothéisme par exemple, le culte des morts ou la sacralité de la vie humaine font partie intégrante des traditions africaines. La vie traditionnelle africaine, en effet, est en outre dominée par la spiritualité, la religion, la morale et l'éthique communautaire. Ça, c'est fondamental. La vie traditionnelle est dominée par la spiritualité, la religion, la morale et l'éthique communautaire. La compréhension de l'univers et la participation individuelle à celui-ci, à la vie communautaire, sont influencées par la spiritualité, faisant de la vie elle-même un phénomène religieux. On a l'impression que tout est religieux en contexte africain. Chaque aventure existentielle, y compris la gouvernance et la survie, est accompagnée de rituels et de symbolismes de telle manière que la frontière entre le sacré et le séculier, le naturel et le surnaturel, le divin et l'humain se dissipe. Chaque facette de la vie est définie en termes religieux, laissant croire que l'unité et le progrès de la société
repose essentiellement sur la religiosité. Voyons bien dans nos contrées, au début de la saison, on va aller faire des sacrifices, on va faire des cérémonies religieuses avant de commencer à s'aimer, comme s'il faut bénir les champs. Quand nous mangeons, il faut toujours invoquer Dieu. Et à la récolte, il y a toujours des cérémonies. La vie est parsemée de cérémonies religieuses. Le peuple africain se considère largement et profondément religieux, tant dans l'esprit que dans la pratique. Ce n'est pas seulement en esprit, mais on pose des gestes concrets pour signifier qu'on est en harmonie avec Dieu, l'être suprême ou l'absolu, c'est-à-dire le principe de l'existence et de l'intelligibilité de chaque chose. Par référence à l'absolu divin, l'existence de l'être humain et le cosmos se justifie et acquiert une signification profonde. Dieu est le centre de compréhension et d'unification de l'univers et par conséquent de l'être humain. Actuellement, on considère que plus de 99,5% des peuples africains ont des croyances religieuses. On pourrait dire que l'athéisme n'existe presque pas, dont un grand nombre s'est converti au christianisme ou à l'islam. Une observation critique qu'on peut faire ici, qu'on ne peut éluder, est que l'introduction de ces religions, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, de ces religions, en Afrique a toujours été accompagnée de forts systèmes de croyances paternalistes et hégémoniques, exigeant un abandon complet des religions traditionnelles, de la médecine traditionnelle, des systèmes de croyances et de la vision spirituelle indigène. Parce que beaucoup de ces religions n'acceptent pas le syncrétisme, n'acceptent pas le mélange. Le christianisme ou l'islam tentent de diaboliser les systèmes de croyances traditionnelles pour prendre tout le terrain exclusivement parce que, par exemple, on dit que le Dieu chrétien est un Dieu jaloux. Il n'admet pas d'autres divinités. Ainsi, il apparaît important de faire un travail de phénoménologie des cultures africaines afin d'éviter une certaine servitude volontaire, c'est-à-dire accepter d'enlever tout ce qui est valeur traditionnelle pour nous, pour adopter d'autres valeurs en pensant que ces valeurs sont supérieures aux nôtres. C'est cela que j'appelle de la servitude volontaire. Lorsqu'on constate l'invasion d'autres cultures étrangères et que les gens adhèrent à de nouvelles croyances religieuses sans complexe et traitent les croyances traditionnelles d'animistes, de superstition, de paganisme ou de diabolisme. On va jusque-là. C'est pourquoi certains vont aller brûler leurs fétiches et pourtant, bon, c'était de l'art ou bien des mots d'inspiration spirituelle pour ces peuples-là. Mais on va aller les brûler ou les jeter ou que certains vont les transférer en Europe dans les musées. Et nous allons venir payer pour les regarder. De plus, il faut se demander si les valeurs considérées jusqu'à présent comme typiquement africaines, et nous avons parlé de solidarité, d'hospitalité, de fraternité, de famille, de socialité, il faut se demander si ces valeurs typiquement africaines sont en réalité des qualités humaines qui trouvent leur expression lorsqu'une communauté atteint un certain niveau de ses capacités productives. Par exemple, lorsqu'une communauté n'est pas capable de produire un surplus social, il n'y aura pas de possibilité d'émergence d'inégalité entre ces peuples. S'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas d'excédentaire, on ne peut pas parler d'inégalité parce que chacun a le minimum pour vivre. Le sens de la solidarité ou de la fraternité commune dans ces conditions est essentiel pour la survie d'une communauté qui vit constamment dans la crainte des forces naturelles hostiles qui ne peuvent être expliquées ou d'une invasion par des bandes difficiles à maîtriser, le terrorisme actuellement au Burkina. Pour faire face à ces situations, il faut peut-être un sens fort de solidarité, de sociabilité, de partage, de tout ce que nous pouvons faire pour nous rendre forts. Et si nous comprenons bien le sens, le proverbe qui dit que l'union fait la force. L'union fait la force, il faut se mettre ensemble. Cela est valable pour nous. Dans cette ligne, il existe un certain nombre de défis auxquels l'Afrique, dans son ensemble, doit donner des réponses claires et cohérentes.
Hein. Par exemple, il faut réfléchir sur la question de la race, même si, entre guillemets, on ne veut plus parler de race. Hein, on peut parler de la race noire, la race blanche, ceci, cela. Hein, depuis Cheikh Anta Diop, nous pensons qu'il y a seulement une seule race, c'est la race humaine. Hein, ce qui devait permettre d'éviter hein, le racisme aujourd'hui. Mais voilà, cela continue toujours d'exister. Les questions d'ethnicité, hein, la question des genres, la sexualité, la chasse, la religion, la nationalité ou le multiculturalisme sont des enjeux pour nos sociétés africaines sur lesquelles les sociologues, les anthropologues, les bioéthicistes, les bioéthiciens, hein, les philosophes, nous devons y réfléchir pour apporter hein, plus d'éclairage pour nos communautés. Hein. Il s'agirait alors de développer une éthique africaine originale et distincte au même titre que les valeurs culturelles hein, du monde moderne, selon les croyances, les idéologies et les traditions, en prenant en considération les religions judéo-chrétiennes et musulmanes, parce que nous sommes tous imprégnés de ces valeurs, des valeurs issues de ces religions-là, et ainsi que l'humanisme séculier, hein, les traditions ancestrales avec toutes les subdivisions internes, les droits de l'homme, donc combiner tous ces phénomènes-là pour y soutirer les valeurs qui conviennent à nos sociétés africaines aujourd'hui. Hein. Ce pluralisme de valeurs apparaît ainsi comme un défi majeur pour la renaissance éthique en Afrique. Mais cela n'empêche pas de trouver un chemin pour se moderniser à travers un processus de consensus, voir quelles sont les valeurs hein, qui sont prégnantes dans notre contexte aujourd'hui et qui peuvent aider hein, dans l'éducation de nos populations. Hein, les jeunes, les enfants, tout comme les adultes, donner une orientation hein, dans nos prises de décision, que ce soit au niveau politique, hein, au niveau de la gouvernance, mais aussi au niveau de l'éducation de la population. Et ce processus doit se faire à l'exemple des délibérations traditionnelles où, assis hein, sous de grands arbres, les anciens membres d'une société hein, débattent jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Hein. C'est une voie aussi à explorer hein, pour ne pas toujours copier hein, l'Occident. Et souvent, on copie mal et cela hein, et ces modes ne s'adaptent pas à nos contextes, à nos réalités africaines. C'est pourquoi, bon, finalement, on est obligé de se tourner vers les militaires pour la direction de nos pays. En d'autres termes, il s'agit de créer des conditions de possibilité qui permettent à la société africaine d'assimiler les éléments occidentaux, musulmans, euro-chrétiens, et de les transformer de manière à les intégrer dans la personnalité de l'être africain. Il ne faut pas que l'assimilation de ces valeurs, hein, entre guillemets, qui viennent de l'extérieur, hein, soit motif pour nous désintégrer, pour que la personne ne se sente pas libre dans sa peau, mais les intégrer, les assimiler de façon hein, harmonieuse selon nos croyances. Hein, pour promouvoir et maintenir toutes ces valeurs, hein, on recourt généralement aux coutumes ancestrales transmises de génération en génération et qui régissent les relations interpersonnelles. Avec le temps, ces coutumes deviennent culture, se basant sur la responsabilité collective des membres de la communauté dans lesquels ils vivraient dans l'anarchie, sans lesquels, sans ces valeurs, on vivrait dans l'anarchie. Mais pour éviter l'anarchie, il faut ces codes moraux qui nous aident à organiser la société. La culture apparaît ainsi comme la base des principes moraux et des valeurs socioculturelles africaines. Et c'est de là que nous pensons que la bioéthique peut être fondée sur les coutumes, les principes moraux et les valeurs socioculturelles. En ce sens, hein, un médecin bioéthicien, hein, Félix Nzoubé, hein, qui est de nationalité nigériane, lui, il pense que la bioéthique doit être liée à la culture, en reconnaissant que la bioéthique, dans sa vraie acception, ne peut exister là où il n'y a pas de culture. Et comme nous savons que toute société a de la culture, et nous pouvons aussi parler de bioéthique dans le contexte africain en nous fondant sur les valeurs socio-culturelles hein, africaines. Ainsi, on peut considérer les valeurs socio-culturelles comme le fondement de l'éthos africain et par conséquent des éléments clés
pour aborder la bioéthique dans le contexte africain, car il constitue la responsabilité éthique de la communauté et doivent être respectés par tous ses membres. Finalement, nous reconnaissons que l'irruption des religions et idéologies étrangères dans l'ordre social traditionnel africain pour conquérir ces cultures a été brusque et brutale, sans avertissement ni préparation physique et psychologique. Ce point de vue est confirmé par certains historiens du continent qui estiment qu'il n'y a pas eu de difficultés d'assimilation des religions étrangères en Afrique pour plusieurs raisons. En ce sens, on écrit, c'est pourquoi Opoku écrit ceci. Il n'y avait pas de Dieu jaloux qui interdisait l'acceptation ou l'adjonction de nouveaux dieux, de nouvelles croyances, de nouveaux cultes, de nouveaux autels apparaissaient tandis que d'autres déclinaient. Les dieux qui avaient démontré leur puissance possédaient partout des autels et il était fréquent que des groupes ethniques vaincus adoptent les dieux de leurs adversaires victorieux. Et comme le mouvement était l'essence de la vie, les changements qui avaient lieu étaient considérés comme normaux tant qu'ils ne transgressaient pas les valeurs africaines. Alors, je pense que cela est important pour nous et nous adoptons facilement les autres valeurs. Mais nous adoptons à condition que ces valeurs ne transgressent pas notre être africain. C'est pourquoi il est important de considérer les enjeux qui se présentent aujourd'hui. La question de l'homosexualité, quand ça a été évoqué au niveau de l'Église, nous voyons que quel tollé ça a provoqué sur le continent africain, parce que nous voyons cela une transgression à la famille, à la sacralité de la famille que nous avons. Alors, tout le monde s'est levé pour dire non, parce que c'est là, ce phénomène ne correspond pas à nos réalités culturelles africaines. Et c'est cet effort que nous devons toujours mener face à ce qui nous fait violence sur notre continent aujourd'hui. Le dernier point est la vie, la dignité humaine dans les cultures africaines. Quand nous parlons de la notion, nous parlons de la dignité humaine, il faut entendre que cette notion est issue de la double tradition philosophique stoïcienne et judéo-chrétienne pour consacrer la valeur de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous voyons cette année le document du Vatican Dignitas Infinita, qui nous parle de la question de la dignité humaine. La dignité est cette valeur inconditionnelle, incalculable et incomparable du sujet libre de tout homme, tel qu'il est capable de se donner la loi, tant il peut se donner la loi. Et nous définissons la dignité humaine dans un sens kantien, Emmanuel Kant, la dignité humaine, l'homme, la dignité de l'homme, pour l'homme, tant qu'il est capable de se donner la loi pour être libre. C'est là également des enjeux que nous ne discutons pas ici, parce que, bon, on pourrait dire, ceux qui ne sont pas encore capables de se donner la loi, est-ce que ces personnes ne sont pas libres? Est-ce que ces personnes n'ont pas de dignité? Voilà, c'est des questions philosophiques, mais aujourd'hui, nous n'entrons pas dans ce débat. La dignité humaine est le fondement de l'éthique publique, considérée comme un paradigme politique et juridique de la modernité et composée de 4 grandes valeurs. La liberté, la l'égalité plutôt, et la solidarité et la sécurité juridique. Liberté, égalité, solidarité et sécurité juridique. La dignité nous permet de garantir ces 4 valeurs. La conséquence qui découle de cette compréhension de la dignité humaine est que, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas être utilisés comme un moyen ni avoir un prix. Nous ne sommes pas une marchandise à vendre. Nous sommes des êtres aux fins inestimables et en dehors du commerce des hommes. À part de ces notions, l'esclavage ne devrait plus exister. Le trait des êtres humains ne devrait plus exister. Mais on ne peut cependant ignorer la résurgence de certaines actions qui semblent contredire radicalement ce fondement-là. Quelques exemples. Il y a encore les massacres dus aux guerres et au terrorisme.
sur le continent africain comme en Europe, partout, il y a toujours des massacres. Cela va à l'encontre de la dignité humaine. Hein, et les défis éthiques et bioéthiques concernant, par exemple, les questions d'avortement, la gestation pour autrui ou la maternité de substitution, le commerce des organes humains, hein, le traite des humains, l'euthanasie, le racisme, tout cela va à l'encontre, hein, de la dignité humaine. Et il faut aussi, hein, en revenant spécifiquement sur le continent africain, il faut dire qu'il faut rappeler que l'histoire humaine, hein, contient encore, hein, des exemples, des faits malheureux, humiliants, que les peuples africains ont subis et continuent de subir, hein, sous différentes formes, racistes et discriminatoires. En effet, au contact des premiers Africains, certaines cultures dominantes et entre guillemets colonisatrices, hégémoniques, impérialistes se demandaient s'ils étaient, hein, des êtres dotés d'âme et donc mériteraient d'être christianisés. De même, lorsqu'il s'agit de présenter le continent africain de nos jours, il est toujours, hein, on a toujours, hein, ce prisme de la négativité, hein, qui se donne. On parle de pauvreté, de pandémies, de famines, hein, de forte natalité, absence de démocratie, la corruption, la dictature. Voilà, tous ces ingrédients sont là pour dire que, bon, et ceux qui ont pensé que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire, hein, tous ces sont-là sont des clichés sur le continent africain que nous devons déconstruire aujourd'hui. Hein. C'est notre tour, notre génération, de lutter contre tous ces clichés-là. Mais, tout compte fait, bien que ces descriptions ne soient pas totalement fausses, elles ne devraient pas être généralisées, ou du moins, elles devraient être nuancées, car il existerait également ces mêmes problèmes existentiels sur tous les continents, dans le monde entier. Et ce sont des défis, hein, de tous les hommes. Hein. Cela amène à se demander si les peuples africains ont vraiment la même dignité que les autres peuples du monde, comme le répètent souvent les organismes internationaux. Hein, à l'ONU, on parle de la dignité de tous les hommes. Mais où on met cela quand des faits concrets se présentent, comme l'immigration. En ce sens, il est impératif que l'homme africain, hein, apprenne à rejeter les systèmes de valeurs qui veulent le rendre étranger dans son propre pays ou sur sa propre terre, hein, détruisant ainsi sa dignité humaine ou lui imposant des pratiques contraires et étrangères à ses traditions et coutumes. Cependant, au-delà des discours et des appréciations extérieures, comment les peuples africains, eux-mêmes, se valorisent, comment ils valorisent la vie, ils comprennent aussi la dignité humaine. C'est la question que nous pouvons nous poser. Comment les peuples africains eux-mêmes, hein, se valorisent, hein, reconnaissent la vie, protègent la vie. Il est vrai que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît explicitement la valeur et la dignité humaine et insiste, hein, incite tous les États africains à protéger la vie à tous ces étapes, quelle que soit sa qualité, de la naissance, hein, jusqu'à la mort. Mais la question est, dans quelle mesure les peuples africains prennent-ils les moyens nécessaires pour protéger la vie et la dignité humaine, alors que le continent reste partout le théâtre des guerres, des terrorismes, des homicides, hein, des rébellions, etc. Car dans plusieurs coins du continent, les gens continuent de se tuer entre ethnies et clans, seulement peut-être pour question de pouvoir. Il existe de la haine et de la xénophobie en disant telle personne est étrangère, hein, envers certaines personnes considérées comme étrangères dans certains pays. Il y a les inégalités entre riches et pauvres qui augmentent de jour en jour. Certains fêtent leurs milliards, hein, pendant que d'autres n'ont pas 3 repas par jour, ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école et ne peuvent pas se soigner. Alors que certains vivent luxueusement et ont accès à toutes les commodités socio-économiques modernes, d'autres n'ont pas assez à manger et ne peuvent pas accéder aux services de santé de base ni à une bonne éducation scolaire. On peut alors se demander où est le respect de la dignité humaine si l'accès équitable aux besoins de base et aux droits humains fondamentaux pour tous n'est pas assuré de manière équitable, la biopolitique. Dans cette perspective, la réflexion éthique vient nous rappeler
la responsabilité des peuples africains, ses gouvernants, tout un chacun, individuellement et collectivement, mais aussi des organisations internationales, interpellant chacun à considérer les différents discours et accords signés en matière des droits de l'homme et droits fondamentaux de la personne. Ainsi, tout en valorisant la collectivité et la communauté, c'est bien, il est impératif d'élargir le regard dans le contexte de l'état de droit afin de passer de l'ethnicisme exclusif à la considération équitable de tous les citoyens. Sur certains de nos pays, et tout le monde peut être président, même si la Constitution dit que tout le monde peut être président. Les votes sont toujours tribaux. C'est chaque tribu, l'ethnie majoritaire, c'est le candidat de l'ethnie majoritaire qui gagne. On ne regarde pas les programmes, ceci, cela, mais parce que c'est notre fils, ou bien c'est notre religion, ceci, cela, nous considérons cela pour voter. C'est des buts à faire pour nous, pour les politologues, pour discuter ces défis-là sur le continent africain. Dans cette dynamique, il est important de prendre en compte la dignité intrinsèque de chaque personne pour la construction harmonieuse de la communauté sans annuler sa responsabilité individuelle. Éduquer les gens à la responsabilité individuelle en plus de la responsabilité collective. Ça, c'est important pour l'éthique. Tant que si on annule la personnalité, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de responsabilité. Car, comme le dit Azestop, dans le contexte traditionnel africain, il n'y a pratiquement pas d'affirmation d'un droit individuel. La personne est considérée comme un être intrinsèquement communautaire, inséré dans un réseau de relations sociales interdépendantes. La personne n'est jamais un individu autonome. Et tant qu'il n'y a pas d'autonomie, il est difficile de parler d'éthique, de bioéthique. Dans cette perspective, l'individu est un être complet ou bien qu'il est ou plein lorsqu'il est impliqué dans le réseau de relations communautaires. C'est pourquoi, pour pouvoir défendre efficacement la dignité humaine, il est important de reconnaître l'autonomie de l'individu, son être personnel, sa liberté et sa responsabilité dans la prise de décisions engageant sa vie. Et ce thème ouvre d'autres enjeux que nous allons aborder plus tard, surtout la question du personnalisme qui nous permet de distinguer le collectivisme, la communauté, le communautarisme, mais quelle place a l'individu dans cette communauté. Il serait bien de revenir sur cela pour lever quelques équivoques, pour nous aider à penser l'éthique dans notre contexte africain. Et pour terminer, j'emprunte dans quelques mots de Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo de la République démocratique du Congo. Pour lui, on ne peut pas parler de bioéthique spécifique pour l'Afrique, car il y a seulement une éthique. Et les valeurs morales sont universelles. Mais avec sa propre histoire, l'Afrique a sa contribution pour construire une bioéthique universelle. Ça, c'est important. Avec l'histoire personnelle de l'Afrique, nous pouvons aider à construire une bioéthique universelle avec notre spécificité. L'Occident a inventé beaucoup de techniques qui ont fait progresser la médecine, par exemple, la santé, le bien-être, mais l'éthique qui devrait s'appliquer à ces progrès est souvent arrivée en retard. Nous avons agi a posteriori, pour regarder a priori. C'est pourquoi il est toujours important d'aller avec l'éthique, avec notre être, notre personnalité. L'Afrique est le garant de nos fondamentaux. Toute l'éthique se fonde sur une anthropologie. Et ça, c'est important pour fonder. L'anthropologie est toujours importante pour fonder la bioéthique et l'éthique. Bien que l'anthropologie africaine ne soit pas différente de celle sur quoi se fonde la civilisation occidentale, nous trouvons en Afrique une sagesse proprement humaine que nous avions perdue en chemin. Parce que en délaissant certaines valeurs, effectivement, nous perdons une partie de notre anthropologie. Et il faut aussi ajouter que depuis 1996, des progrès ont été enregistrés du côté des spécialistes de la question de la bioéthique en Afrique. En 2008, par exemple, il y a eu le Congrès panafricain d'éthique et de bioéthique en application de la résolution de la bioéthique et le développement de l'Afrique adoptée par la conférence des chefs de l'État, des chefs d'État et de gouvernement
lors du 32e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine en juillet 1996, avec le pari de faire émerger une conception africaine de la bioéthique pour que le continent parle d'une seule voix quand il s'agit des questions bioéthiques. Donc, c'est là pour dire que le terrain n'est pas aussi vierge en Afrique sur les questions de bioéthique. Il nous appartient aujourd'hui de continuer toujours à explorer le terrain pour voir sur quelle voie nous pouvons parler de bioéthique. Je vous remercie.